L'univers de Star Wars est bien plus que des batailles entre des méchants et des gentils. C'est une véritable société avec des gouvernements différents pour chaque planète. Un Sénat qui régit la galaxie, des guerres civiles, mais aussi des organisations criminelles. C'est ce qui rend cet univers fictif cohérent et réaliste dans son ensemble. Pour cette vidéo, nous nous attaquerons aux organisations criminelles présentes dans l'univers canon de Star Wars, en parlant notamment de celles qui apparaissent dans les séries et les films. Je suis sûr que quand je vous dis organisation criminelle, vous pensez à Tatooine. Et ce n'est pas pour rien, car cette planète est au cœur de la saga Star Wars. Mais nous allons plutôt laisser la parole à un expert. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée. Je remercie, monsieur. Luke n'a pas vraiment tort, mais quand on s'y intéresse, Tatooine est loin d'être la planète la plus perdue et sans intérêt de la bordure extérieure. Tout d'abord, avant d'être une triste planète recouverte de sable, Tatooine était une planète à la flore luxuriante, au climat tropical, habitée par un peuple à la technologie particulièrement avancée pour l'époque, les Kumunga. Ce peuple fut rapidement réduit en esclavage par l'Empire Infini. Des soulèvements eurent lieu pour contrer tout cela. Les Rakata n'hésitèrent pas à bombarder la planète, réduisant quasiment toute forme de vie sur Tatooine. C'est à cause de ce bombardement que Tatooine connut des dérèglements climatiques sans précédent. Les arbres, les plantes, les mers ainsi que les rivières se mirent à disparaître petit à petit pour laisser place à des déserts arides et sans vie. Quant aux Kumunga, eh bien leur évolution se divisa en deux espèces, les Jawa et les Tusken. Ces deux civilisations qui se haïssent tant proviennent finalement de la même origine. Et puis Tatooine s'est aussi vu convoité par des sociétés d'exploitation minière, notamment la corporation Zerka, qui pilla la planète de toutes ses ressources, avant de se rendre compte que les minerais étaient en aucun cas exploitables. Les Hutt aussi s'intéressèrent à la planète. Gardulla et Jabba le Hutt établirent leurs palais respectifs sur la planète. Encore une fois, Tatooine fut sous l'emprise de ses dirigeants, assouvissant le peuple. Si la planète est gouvernée par des empires criminels, cela ne l'empêche pas d'avoir sa propre culture et ses traditions. On y retrouve la célèbre course de pod appelée la classique de la Bunta Eve à Mos Espa, la plus célèbre course de pod de toute la galaxie. Les meilleurs pilotes de pod s'y retrouvent chaque année pour tenter de la remporter. Des millions de crédits sont générés par la course, donnant à Tatooine l'opportunité d'être sous les projecteurs et d'attirer les foules. C'est aussi sur Tatooine qu'on retrouve les repères des malandrins les plus infâmes de la galaxie, notamment au spatioport de Mos Eisley et plus précisément à la cantina de Shalmun. Cette cantina est devenue rapidement un quartier général de la pègre, les contrebandiers et les pilotes de toute la galaxie s'y retrouvent pour y boire un verre en attendant leur prochain boulot. Cette cantina est tellement réputée que les modal nodes, talentueux groupes de musiciens beat, connus dans la bordure extérieure, y venaient souvent jouer leur musique pour divertir les clients. Pour résumer, Mos Eisley ainsi que Mos Espa sont les centres névralgiques des activités sur Tatooine. D'autres villes comme Mos Anta, Mos Osnoe ou bien la capitale Bestine existent aussi, aucune de ces villes n'est vraiment fréquentable pour les non-initiés. Mais Tatooine a aussi été marquée par le destin de la famille Skywalker. Et oui, car c'est sur cette planète de sable que Anakin Skywalker, l'élu, vécut avec sa mère Shmi. Son fils Luke Skywalker fut aussi élevé ici, et c'est aussi sur Tatooine que Luke rencontra Han Solo et son copilote Chewbacca. Et encore une fois, c'est toujours sur Tatooine que R2-D2 et C-3PO rencontrèrent Luke et que sa mission pour devenir chevalier Jedi débuta. Une planète véritablement marquée par l'histoire qui est donc bien plus que le point le plus éloigné de la galaxie. N'est-ce pas, Luke ? Si nous revenons aux organisations criminelles présentes sur Tatooine, nous pouvons parler du clan Hutt. Le clan Hutt, aussi appelé le cartel Hutt, est l'une des plus importantes familles de criminels de la galaxie et est dirigée par plusieurs Hutt comme Jabba ou Gardulla, qui siègent au Grand Conseil Hutt sur Naluta, planète colonisée par les Hutt. Ils dirigent une bonne partie de la bordure extérieure mais aussi l'espace Hutt. Maintenant, nous allons passer au fonctionnement du clan Hutt. Alors, accrochez-vous, il y a beaucoup d'informations. L'empire criminel des Hutt est divisé en de nombreux Khajidiks. Un Khajidik est une faction dans le clan Hutt avec chacun un chef qui gère les intérêts du Khajidik. Et en faire partie est une chose des plus importantes et une source de grande fierté. Chaque Hutt arborait la dénomination de Khajidik par son propre nom. Par exemple, Jabba Déséligik Tur du Khajidik Déséligik. Même si ces différentes factions sont indépendantes et rivales, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se mettre d'accord ou prendre des décisions hâtives lors de grands conseils Hutt. En effet, ces derniers sont créés pour garder une cohésion entre chaque Khajidik pour préserver les intérêts des Hutt. Le Grand Conseil des Hutt réunit les représentants de chaque faction. Une réunion de tous les Khajidiks s'organise lorsqu'une faction juge nécessaire qu'une affaire ou qu'une question soit portée devant l'ensemble de ses semblables. Les décisions sont prises lors d'un vote, ce qui met chaque clan au même niveau, même si la puissance des clans les plus riches influe évidemment sur le choix de certains. Nous avons déjà vu un grand conseil Hutt dans l'univers Star Wars, notamment quand Ziro le Hutt s'est échappé de prison, grâce à Cad Bane et ses chasseurs de primes.
Ce sera pendant la guerre des clones que le clan Hutt sera sollicité par Dark Maul pour rejoindre le collectif des ombres, mais nous y reviendrons plus tard. Mais Tatooine, c'est plus que le repère de Jabba et de Gardula, c'est aussi Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Mais parmi ces malandrins, je suis sûr que le nom de Aurra Sing et de Bossk ne vous est pas inconnu. C'est pour cela que je vais laisser la parole à quelqu'un qui est plus calé que nous sur ces personnages. Bien avant l'avènement de l'Empire Galactique, les divers syndicats du crime prospéraient déjà. Voire même plus, car avec un semblant démocratique, la République était aisément corruptible. C'est pendant cette période qu'exerçait un assassin extrêmement prolifique, Aurra Sing. Redoutable adversaire, celle-ci a un atout de base non négligeable, la force. En effet, apprenti de la femme sombre, Sing a été entraîné par les Jedi de Coruscant. Orpheline de sa mère depuis un très jeune âge, celle-ci dut survivre seule sur Nar Shaddaa. Les Jedi et la femme sombre sont devenus alors sa nouvelle famille, une famille qui l'a trahi. Une trahison en apparence seulement. Sur les belles paroles d'un pirate rencontré sur Ord Namur, Aurra quitte le temple et trahit les Jedi avant que ce soit eux qui le fassent. En effet, le pirate lui avait alors indiqué que la femme sombre était en train de la trahir. Devenant pirate, elle fut vite remarquée par Nuga le Hutt, qui la captura et la forma comme assassin. Les Anzatis lui apprirent alors les rudiments d'un assassinat réussi. Ils la dotèrent également de Ren Orm, un ordinateur biologique qui décuple ses compétences physiques mais également psychologiques. Sing, devenue une véritable professionnelle du meurtre, elle décida de commencer par Nuga. Au final, quoi de plus naturel. Aurra partage également un point commun avec Grievous, la collection de sabre laser. Elle est notamment responsable de la mort de Sharad Ed sur Tatooine. Il faut noter que ce jour-là, elle a tenu tête au maître Jedi Ki-Adi-Mundi. Allant encore plus loin, elle a même tué ses anciens camarades Jedi comme Pierce. Durant la guerre des clones, outre ses contrats avec les Hutt, elle travaille également pour Dooku. Son travail était de surveiller et de former Boba Fett. Une rencontre qui fut bénéfique pour les deux puisque Aurra pu mettre la main sur le trésor entreposé par Jango Fett sur Argo. Aurra reçut plus tard la demande du sénateur dévarorien Viensai Malok. Celui-ci lui demandait d'assassiner le sénateur Elsha Saimoro. Une mission qui fut périlleuse car Aurra affronta la femme sombre Ayala Secura et Tolm. Il faut bien être conscient d'une chose, il n'y a que Aurra Sing pour tenir tête à 3 Jedi. Même si Sing est talentueuse et véritablement dangereuse, Ayala Secura la mutila en lui retirant son Ren Orm et en lui brûlant la peau histoire de lui rappeler sa défaite. Ce passage de la vie de Sing rend les Jedi limite détestables. En effet, c'est un manque total de confiance envers Sing qui l'a conduite à quitter l'ordre et ensuite à tuer pour pouvoir survivre. Le geste d'Ayala est juste immonde et plein de sens. La Jedi a brisé Sing psychologiquement. On sait que sous l'Empire Galactique, elle continua de travailler pour Jabba le Hutt, mais le reste de sa vie reste bien obscur. Le cartel des Hutt, comme beaucoup d'autres cartels ou organisations criminelles, faisait le commerce des épices. Épices qui jouissaient d'une certaine tolérance vis-à-vis de l'Empire. Le glitter steam, épice vendu par le cartel des Hutt, était à la base des interrogatoires impériaux. Une drogue que Krennic aurait dû utiliser, ça lui aurait évité pas mal d'emmerdes. Outre les épices, tout bon seigneur du crime qui se respecte doit avoir une cour et des hommes de main badass. J'ai bien dit badass, adjectif qui qualifie un personnage charismatique, donc on va de suite éliminer Greedo. Parce que oui, dans Battlefront il est pété, mais que dans Battlefront. Petite piqûre de rappel. Jabba était vraiment génial pour engager les meilleurs contrebandiers, mercenaires et chasseurs de primes. Son préféré est Boba Fett, néanmoins Jabba est un homme... larve, un truc plutôt pragmatique. Boba Fett coûte cher. Ce prix élevé le conduit plusieurs fois à engager un chasseur de primes moins talentueux mais beaucoup plus sanguinaire, Bossk. Le genre de Trondoshan que t'as pas envie de croiser dans une cantina. Fils du dirigeant omnipotent de la guilde des chasseurs de primes, celui-ci se spécialise vite dans la chasse aux Wookiees. Bien que Bossk ait un tableau de chasse impressionnant, il ne parviendra jamais à mettre la main sur Chewbacca. Au sein de la guilde, les choses vont mal. Boba Fett intégrant la guilde, les divisions se créent. Bossk informa même son père Kratos que des soupçons qu'il l'alimentait vis-à-vis du Mandalorien. Une information qui se retourna contre le Trondoshan. En effet, Kratos engagea Katlom afin de faire exécuter son propre fils. Elle était loin l'époque de la petite maison de la prairie. En déplacement sur Circumtor, Bossk est rejoint par Katlom qui l'informe des sombres projets de son infâme paternel. Bossk entreprit alors de tuer et de dévorer son propre père. Et non, je ne ferai pas de vieilles blagues là-dessus. Ça suivra une série de péripéties pour Bossk qui créa un groupe du nom de Réforme de la Guilde. Décidément, il s'est pas cassé le cul pour le nom. Un groupe qui s'opposait à la guilde dirigée par des vétérans. Même si Bossk est sanguinaire et plutôt flippant à bord de son vaisseau, le Dent du Moloss, c'est à partir de la convocation de Dark Vador que le Trondoshan va montrer son côté absolument imprévisible. Accompagné de Katlom et Zuckuss, Bossk engagera un combat épique avec Boba Fett. Une bataille pour l'un des biens les plus précieux de la galaxie, Han Solo. Boba Fett triomphant et proche du palais de Jabba
Jabba le Hutt engagea alors Bossk afin de tendre un piège aux Mandaloriens. Bossk mit tout en place, se comportant comme un véritable prédateur prêt à dévorer sa proie. Cependant, par une ruse habile, Boba Fett parvient à s'échapper en se servant de Zuckuss comme appât. Jabba obtient toujours ce qu'il veut. Si Boba triomphe, Solo sera tout de même à lui. Et si Bossk l'emporte, le résultat sera exactement le même. Les barons du crime engagent les meilleurs et les mettent en rivalité afin d'en extraire tout le potentiel. Des chasseurs de primes connus et même reconnus par l'Empire et surtout par Dark Vador. Mais il y a aussi Ponda Baba et le docteur Cornelius Evazan. Ce cher docteur Evazan était un chirurgien esthétique sur Abafar pendant les dernières années de la République Galactique. Mais sa carrière s'arrête lorsque les gens apprirent que ses méthodes de travail n'étaient pas vraiment légales. C'est donc à ce moment-là qu'il est devenu officiellement un criminel. Il rencontrera un peu plus tard l'Aqualish Ponda Baba et devinrent de dangereux criminels. Ils se trouvèrent notamment sur Jeddah et croisèrent Jyn Erso et Cassian Andor, juste avant que l'étoile noire détruise la ville. Puis ils se rendirent à la cantina de Shalmoon sur Mos Eisley. Mais ce cher Ponda Baba, ayant un peu trop forcé sur l'alcool, le gin celestéen, chercha des ennuis avec le jeune Luke Skywalker. Mais Obi-Wan, qui ne savait pas que c'était un prank, lui coupe le bras. Rongé par le crime, il n'est pas forcément bon de vivre dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Car si celle-ci est entre guillemets contrôlée par une république ou un empire, ou autre selon les âges, les zones de non-droit sont nombreuses dans la galaxie. Certaines planètes comme Nar Shaddaa par exemple, sont des planètes réputées dangereuses, et pourtant, personne n'essaie de réguler les actions illégales qui s'y passent. Contrebandiers, esclavagistes, voleurs, pillards ou bien chasseurs de primes, la galaxie déborde de ce criminel. Penchons-nous plus sur les chasseurs de primes. Leurs actions sont-elles contrôlées par les autorités? Pourquoi personne n'essaie d'arrêter leur action? Eh bien tout d'abord, il est évident que réguler les actions de chaque citoyen de la galaxie est une tâche impossible. Non seulement parce que certaines zones de la galaxie ne sont pas sous la juridiction des factions principales, et par là j'entends bien sûr République ou Empire, encore une fois selon les époques, mais aussi parce que certaines régions de la galaxie, notamment le secteur Hutt, se préoccupent peu des actions illégales se déroulant dans leur domaine, étant donné que la globalité de leurs actions sont elles aussi illégales. Il n'est donc pas rare de retrouver des chasseurs de primes dans les repères des dirigeants les plus infâmes, le palais de Jabba l'illustre bien. Mais si les activités de chasseurs de primes ne sont pas spécialement réprimandées, c'est aussi parce que durant de nombreuses années, la galaxie a employé leurs services de nombreuses fois. On ne compte plus le nombre de kidnappings, tentatives d'assassinat ou encore prises d'otages durant la guerre des clones. Et République comme CSI sont fautifs, car ils ont tous les deux employé des chasseurs de primes pour certaines missions. Et si les personnes au sommet du pouvoir exécutif emploient leurs services, ce n'est pas étonnant que personne ne pense réellement à arrêter leur action. Sous l'Empire, Dark Vador ne se cache même pas pour employer des chasseurs de primes afin de retrouver le Faucon Millenium. Il collabore même avec Boba Fett de nombreuses fois. Toutefois, certains chasseurs de primes possèdent ce que l'on appelle une licence de chasseur de primes, lui permettant de circuler arme à la main dans les rues et même atterrir avec un vaisseau lourdement armé sans qu'on ne lui dise rien. Ce qui est sûr, c'est que si un certain Boba Fett passe devant vous, contentez-vous d'admirer son armure plutôt que de chercher les problèmes. Précédemment, nous avons un peu parlé du collectif des ombres quand on avait abordé le sujet du clan Hutt. Eh bien, je pense que le moment est venu pour parler du collectif des ombres. Le Soleil Noir est une organisation criminelle qui existe depuis très longtemps dans l'univers de Star Wars et elle est l'une des plus importantes après celle des Hutt. Et vous avez certainement déjà entendu parler du prince Xizor, mais je vous laisse vous débrouiller seul si vous voulez en savoir plus sur ce personnage, car aujourd'hui on est là pour parler exclusivement de ce qui concerne le canon. Le Soleil Noir fait donc son apparition pour la première fois dans l'épisode 14 de la saison 5 de The Clone Wars. Leur base se trouve sur Mustafar, et cette organisation est dirigée par un conseil composé de plusieurs membres, mais ce dernier ne fera pas long feu, car l'ensemble de ses représentants se feront décapiter par l'apprenti de Dark Maul, Savage Opress. Ainsi, le seul survivant, Ziton Moy, devient le leader du Soleil Noir. En échange, il doit donc se joindre à la croisade des frères Zabrak dans leur quête de pouvoir. C'est ainsi que les premières pierres qui serviront à l'édification du collectif des ombres sont mises en place. Les Pykes se joindront à eux. Ces derniers sont connus pour être des vendeurs d'épices illégaux dirigés par l'homme Pyke et peuvent se révéler comme de véritables adversaires. Une fois cette alliance mise en place, Dark Maul, son frère, les Death Watch, le Soleil Noir et les Pykes parviennent à reprendre Mandalore. Grâce notamment au soutien apporté par les Hutt, et inutile de vous préciser que cela n'a pas été fait de leur pleine volonté. Ainsi, pour s'emparer du pouvoir, ils ont fait en sorte que le peuple se retourne contre la duchesse Satine. Pour cela, ils menèrent une stratégie fort audacieuse. En effet, les Pykes et les membres du Soleil Noir étant des criminels, ils sont chargés d'effrayer la population, tandis que les Death Watch sont chargés de les arrêter, car la police locale est profondément incompétente. Ainsi, en très peu de temps, le collectif des ombres prend le contrôle de Mandalore et Previsla est désigné comme le leader de cette dernière. Mais celui-ci reste évidemment sous la tutelle de Dark Maul, ce qui ne plaira que moyennement au leader mandalorien, qui provoquera donc le Zabrak dans un duel à mort qui le mènera à sa perte. Suite à cela, la Death Watch se dissout, certains se soumettent à Dark Maul comme le souhaite la tradition, mais d'autres refusent d'obéir à un étranger et préfèrent s'enfuir.
Ces derniers prirent comme leader Bo-Katan et celle-ci forma un mouvement de résistance appelé les Night Owls. Dans le même temps, Maul est séparé de son frère par son ancien maître et est capturé par celui-ci. Placé sous la surveillance du comte Dooku, Maul est tout de même libéré par 2 Mandaloriens lui étant restés fidèles. Ces derniers l'accompagnent jusqu'à sur Zambar où sont regroupées toutes les troupes mandaloriennes restantes de l'ancien seigneur Sith. Assaillis par les droïdes séparatistes, les valeureux guerriers de Mandalore se font massacrer et Maul se voit dans l'obligation de se réfugier sur Ord Mantell pour mobiliser les troupes restantes. Par la suite, le général Grievous et le comte Dooku se mêleront à l'assaut mené par la CIC pour annihiler la misérable organisation criminelle de Maul. Cette dernière échouera et les 2 généraux séparatistes seront retenus en otage par le seigneur de guerre. Malheureusement pour lui, il ne les retiendra que très peu de temps car rapidement les Jedi eurent vent de la machination de Maul et ces derniers durent alors intervenir. Cet assaut entraîna la fuite du général Grievous, la mort de la maître Jedi Tipli et la retraite forcée de Maul en compagnie du comte Dooku. De retour sur Dathomir, Maul tenta d'offrir le corps du seigneur Sith comme sacrifice pour tenter de faire renaître la mère Talzin. Malheureusement pour lui, l'opération ne put arriver à son terme car l'apparition inattendue du général Cyborg et de Dark Sidious entraîna un duel contre Maul qui fut appuyé par Dooku, alors contrôlé par mère Talzin. Dans le même temps, les Pikes et le Soleil Noir sentant la défaite arriver, ils décidèrent de quitter le collectif des ombres, laissant les Mandaloriens livrés à eux-mêmes. Pour en revenir au duel, Talzin parvient tout de même à retirer assez d'énergie vitale dans le corps de Dooku pour revenir à la vie. Malheureusement, sa joie ne fut que de courte durée car son affrontement contre Sidious et le comte Dooku, qui venait de reprendre ses esprits, prit fin lorsque Grievous arriva pour achever cette dernière, épuisée par cette lutte. Cet affrontement dantesque marqua la fin du collectif des ombres. C'est la fin de cette vidéo assez particulière, parce que c'est vrai qu'on s'est doté d'un casting 5 étoiles XXL. On vous encourage très fortement, d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître ces chaînes, elles sont incontournables pour les fans de Star Wars, mais on vous encourage tout de même, même si vous ne connaissez pas, à aller jeter un coup d'œil sur ces chaînes, à vous abonner. C'est vraiment de la balle, allez-y. Ça ne mange pas de pain. Quant à nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!